Vous êtes nombreux à nous suivre tous les soirs. Merci pour cette fidélité. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. L'examen périodique universel sur les droits. La Guinée sera de nouveau examinée en 2019 sur la mise en œuvre des 179 recommandations acceptées au pays. Mais avant, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a fait l'état des lieux à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de 2015. Et selon Khalifa Gassama Djabi, les efforts entrepris par le gouvernement sont d'ordre normatif, institutionnel, politique, des programmes et projets. Daouda Mohamed Kamara, explication. L'examen périodique universel est un outil des Nations Unies dont l'objectif ultime est d'améliorer la situation des droits de l'homme dans tous les pays. Il doit aussi contribuer au traitement des violations des droits de l'homme où qu'elles se produisent. Et d'après le rapport à mi-parcours présenté par le département de l'Unité nationale et de la citoyenneté, des avancées sont à saluer. Au plan normatif, l'adoption de plusieurs textes législatifs, le nouveau code pénal et de procédures pénales qui ont tenu compte de l'harmonisation du cadre juridique pour la mise en œuvre de la Convention contre la torture. La Convention internationale contre les disparitions forcées a été transposée dans le Code. Le nouveau Code pénal a tenu compte de la question de l'abolition de la peine de mort et de la pénalisation des actes de torture. L'adoption du Code de justice militaire et la loi portant sur le maintien de l'ordre en dépit de certaines lacunes et objections. L'adoption de la loi sur le statut spécial des magistrats et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique sur la Cour suprême, la loi sur le régime juridique des établissements pénitentiaires et la loi portant sur le statut de ce personnel pénitentiaire, la loi portant institutionnalisation de la Semaine nationale de citoyenneté et de paix. Au plan institutionnel et des politiques publiques aussi, il y a de quoi espérer. La mise en place de l'Institution nationale des droits humains, la création d'un tribunal militaire malgré quelques insuffisances, la réouverture de l'école nationale de police, la mise en place du conseil de discipline de la police et de la protection civile, la création du fonds de sécurité sociale de la police et de la protection civile. Au plan des politiques publiques, il faut noter l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité, l'élaboration de la politique nationale de genre, l'élaboration des modules de formation des droits de l'homme pour les forces de défense et de sécurité, l'élaboration des politiques sectorielles des 5 secteurs prioritaires que sont l'armée, la police et la protection civile, la justice, la douane, l'environnement, et enfin la stratégie nationale d'action prioritaire adoptée en mai 2015. Convaincu donc que la problématique des droits de l'homme est engagée en Guinée et de façon irréversible, le département dirigé par Khalifa Gassama Djabi sollicite et recommande le soutien du gouvernement pour l'organisation du Forum national des États généraux des droits de l'homme, initié par son département afin de doter notre pays d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme qui prendra en compte et facilitera la mise en œuvre des recommandations. La redynamisation du comité interministériel sur les droits de l'homme en le dotant des moyens techniques et financiers et en renforçant les bases légales de son fonctionnement pour garantir son efficacité. L'appui au ministère des Affaires étrangères afin de fournir une base de données actualisée des conventions, traités et protocoles relatifs aux droits de l'homme pour un meilleur suivi. L'implication réelle et effective des départements ministériels ainsi que leur administration pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations. À l'issue des débats, les observations essentielles ont porté sur la relation entre l'UNIDH et le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, la mise à disposition des moyens matériels et financiers, ainsi que la nécessité de faire adopter le Code civil lors de la session des lois d'avril. Fin ce samedi à Conakry du forum de l'étudiant guinéen organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette rencontre de 62 heures, au dire des initiateurs, a été plutôt une réussite en dépit de quelques désagréments constatés ça et là. Et pour les élèves et étudiants qui ont pris part à ce rendez-vous, tous souhaitent d'autres éditions du forum. Alcine Diallo.
Si au lancement du forum, les huées des étudiants ont irrité le chef de l'État, cela n'a tout de même pas empêché que ce forum de l'étudiant guinéen mobilise le maximum de visiteurs. Ce samedi, les rideaux sont donc tombés au Palais du Peuple sur cette rencontre internationale de Conakry. Et pour le principal initiateur de ce projet, ce forum a tenu tout le monde en haleine. La plupart des feedbacks, en tout cas des retours que nous avons, c'est félicitations. Là, je viens de discuter avec certaines universités. Vraiment, ça leur donne une visibilité et les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Et les entreprises également sont très satisfaites parce que ça permet de se faire connaître. Au rendez-vous de ce forum de 72 heures, notamment des conférences, débats avec des personnalités du pays mais aussi étrangères. Et sous les stands, les promoteurs ont aussi vendre leurs produits aux futurs cadres de ce pays. Cela, ça a permis un peu aux étudiants de savoir, même aux autorités aussi, de savoir ce que nous faisons. Parce que certains, à travers les questions, ont dit est-ce que ça existe? Donc ça veut dire que quelque part, le forum a apporté un éclaircissement sur les types d'enseignement de formation que la Guinée offre. C'est ça l'objet de tout forum ou foire pour les étudiants. D'abord, il faut assurer la notoriété de l'institution. Ensuite, on donne toutes les explications possibles et imaginables pour les programmes que nous assurons. Quant aux élèves, étudiants et encadreurs, ils estiment que ce premier forum de l'étudiant guinéen apporte un plus dans le processus de construction du système éducatif du pays. Ce forum m'a beaucoup apporté puisque j'ai su beaucoup de choses que je ne savais pas. Oui, ça a été une réussite totale à 100%. Nous sommes satisfaits de cette conformité entre ce que nous disons en classe et la réalité du terrain démontrée par d'autres acteurs. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, dit-on souvent, et c'est pourquoi le ministre Yero Baldé dit être prêt pour toutes les critiques objectives. Et nous sommes prêts à accepter toutes les critiques pour améliorer davantage parce que nous souhaitons, comme l'ont demandé beaucoup, que ce forum soit réalisé chaque année. Dans les années à venir, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entend délocaliser ce forum de l'étudiant guinéen à l'intérieur du pays. Restons toujours dans le cadre du dit forum pour dire que s'il est perçu pour les organisateurs comme une tribune d'échange et d'expression offerte aux acteurs du système éducatif, cette réalité n'en demeure pas moins pour les apprenants aussi. C'est en cela d'ailleurs que des étudiants en ont profité pour attirer l'attention des décideurs sur des points qui freineraient le rythme de la formation en Guinée. Le reportage est signé Bamamadou Alpha. Bien que le forum de l'étudiant guinéen soit un espace d'échange et de partage entre les responsables et apprenants des institutions d'enseignement supérieur privés et publics, cette rencontre vise aussi à faire la promotion des établissements d'enseignement technique et universitaire du pays. Ce forum doit permettre aux institutions d'enseignement supérieur d'être vues, également les institutions d'enseignement technique, d'être vues, d'être présentes et de faire passer leur message à destination de leur public. Il devra permettre surtout de refléter les réalités pédagogiques et professionnelles dans les différents campus de Guinée, mais aussi de l'étranger. Les étudiants ont mis l'occasion à profit pour interpeller les cadres du département des tutelles sur certains cas qui handicapent d'ailleurs la formation en Guinée. La première est le manque de formateurs pour certaines filières dans nos institutions d'enseignement supérieur, le manque de laboratoires, d'ateliers, d'équipements pour les travaux dirigés et pratiques pour nous permettre d'être au même niveau d'information scientifique que les autres. À cela s'ajoute le manque d'électricité et la fourniture de Wi-Fi pour favoriser l'accès à l'Internet reste toujours insuffisant. Un fait qui cause d'énormes difficultés au système LMD au regard de Adia Kadiatou Diallo. C'est pourquoi nous faisons un plaidoyer auprès de nos responsables pour qu'ils encouragent la formation de nos formateurs à l'utilisation d'éthique afin d'instaurer des cours interactifs comme tradition dans nos IES. Nous pensons que si l'État arrive à trouver solution à ces points parmi tant d'autres, ceci contribuerait à revaloriser les diplômes des IES en Guinée. Vu son importance, les étudiants guinéens souhaitent que ce forum soit pérennisé dans le futur.
Le mois saint de Ramadan n'est pas que celui du jeûne et de la prière pour les fidèles musulmans, c'est aussi l'occasion d'accomplir des œuvres de charité. C'est dans cet esprit que la Fondation Prosmi a offert un repas commun aux démunis de la grande mosquée Faisal. Ce geste est pour la structure une façon de se conformer aux principes de l'islam qui recommande des actions de grâce en faveur des pauvres. Ça, Alure Bouno nous en dit plus. Des plats de riz gras et de la bouillie en grande quantité. Ce repas copieux est destiné aux personnes démunies qui longent pour la plupart la cour de la grande mosquée Faisal. Cette nourriture a été consommée ce vendredi en commun pendant le crépuscule, juste à l'heure de la rupture du jeûne. C'est un geste de la Fondation Prosmi qui témoigne l'humanisme de la première dame de la République à l'endroit des personnes dépourvues de moyens. Et ce n'est pas sa première fois de le faire. Il y a plusieurs années, chaque mois de Ramadan, soit elle donne des aliments, des sacs de riz, des bidons d'huile dans les familles au niveau des quartiers démunis. Elle fait préparer des repas, des mets de toutes sortes qu'elle envoie à la grande mosquée pour nourrir les pauvres, pour nourrir les musulmans. Une coutume donc pour cette fondation qui fait du social une de ses préoccupations majeures. Venir en aide aux démunis pendant ce mois saint de Ramadan a tout son sens aux yeux des responsables religieux. Ça, c'est les prescriptions du Saint-Coran. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours invité de faire la charité dans ce mois saint. Parce qu'un musulman qui donne 1 franc dans ce mois est équivalent à 700 francs que tu donnes dans les autres mois qui n'est pas le mois de Ramadan. Et pour les bénéficiaires, si les mots manquent pour remercier la donatrice, les prières, elles, ne tarissent pas. Dieu, lui, a donné des moyens et elle a à son tour pensé aux démunis. Nous prions que l'Éternel la comble de bénédictions. La Fondation Prosmi ne compte pas se limiter à ce geste. La première dame de la République et sa suite comptent procéder à d'autres actions pendant cette période de pénitence pour les fidèles musulmans de Guinée. Parlons toujours de ce mois béni. Les autorités guinéennes se sont engagées en cette période de Ramadan à stabiliser le prix des denrées alimentaires pour permettre aux citoyens lambda de mener à bien cette période de pénitence. Mais le contraste, c'est bien dans les marchés de Conakry, notamment celui du marché Niger, où les ménagères se plaignent au jour le jour de la flambée des prix, quelques jours après le début du mois saint de Ramadan. Le reportage de Sira Fofana. Le mois de Ramadan est une période durant laquelle les fidèles musulmans sont exempts de leurs péchés. Cette réalité est parfois mal comprise de certains acteurs de la vie économique. Si c'est un mois de pénitence, de pardon et de partage pour certains, en Guinée, les commerçants grossistes ou détaillants attendent ce moment pour tirer le maximum de profit aux grandes dames des clients. Concernant le panier de la ménagère, les femmes tirent la sonnette d'alarme et plaident auprès du gouvernement pour son amélioration. Ici, au marché, le prix des denrées est cher. Que le gouvernement nous aide à nourrir nos enfants. On n'a rien, nos maris ne travaillent pas et les enfants sont encore petits. On se débrouille et le peu qu'on gagne ne suffit pas au marché. Et on ne parvient pas à gagner un bon repas pour la rupture. Quand on dit que le marché est cher, c'est plus que le mot. Quant aux vendeuses, de leur côté, elles rejettent la responsabilité au gouvernement qui, à leurs yeux, ne ferait rien pour baisser les prix des différents produits. Tout ce que nous produisons en Guinée est exporté. Il n'y a pas de condiments. Faudrait que tu parviennes à subvenir aux besoins de ta famille, qu'il diminue le prix de l'essence. Une fois que cela augmente, ça en est de même partout et vice versa. Dites à Papa Alpha de nous aider. À retenir que les autorités guinéennes, à travers le ministre du Commerce, ont invité les commerçants à faire de ce mois saint de Ramadan un mois d'accès facile aux produits de première nécessité pour les consommateurs.
Voilà une affaire pour le moins embarrassante pour Jacob Zuma en Afrique du Sud. Des centaines de courriels échangés entre une riche famille d'hommes d'affaires proches du président et des membres du gouvernement sont publiés depuis le début de la semaine. Ils confirmeraient des soupçons de corruption au plus haut niveau de l'État. L'opposition a déposé une motion de défiance. Regardez. Dans la tempête, il faut toujours garder le cap. Fragilisé par de nouveaux soupçons de corruption, Jacob Zuma fait face aux députés dans un parlement clairsemé. Le président sud-africain raille l'empressement de ses détracteurs à le voir chuter. Juste parce qu'ils ont lu les journaux, certains partis veulent aller au tribunal et demander l'ouverture d'une procédure juste sur des oui-dire. À la une des journaux, c'est un flot incessant de gros titres et de scoops sur le contenu d'emails confidentiels échangés entre Jacob Zuma et la richissime famille indienne Gupta. Des informations fournies sur Internet par un généreux informateur. Ces documents, en cours d'authentification, dévoilent les dessous d'attribution de marchés publics au profit de la famille Gupta et de pots de vin d'un montant de 400 millions de dollars, avec le nom d'intermédiaires compromettant le fils du président sud-africain et plusieurs ministres. L'ANC, le parti au pouvoir, demande des explications à Jacob Zuma. Nous appelons le gouvernement à établir la vérité sur ces allégations, car si elles sont laissées sans réponse, elles peuvent devenir la vérité. Après le scandale de l'utilisation des fonds publics engagés pour la rénovation de sa maison, située à quelques kilomètres de Durban, les marges de manœuvre de Jacob Zuma s'amenuisent d'autant plus que les appels à la démission se multiplient. Dans les prochaines semaines, l'avenir du président sud-africain pourrait se résumer à une seule question: se maintenir contre vents et marées ou prendre le large définitivement. La résistance s'organise. Donald Trump a fait l'unanimité contre lui après l'annonce de son retrait de l'accord de Paris. Les États-Unis se retrouvent isolés sur la scène internationale. Les défenseurs de la lutte contre le changement climatique sont bien décidés à contrecarrer la décision du président américain, d'autant que les États américains ont une large marge de manœuvre. Suivez. Il est américain, milliardaire, c'est un businessman actif en politique et pourtant ce n'est pas Donald Trump qu'Emmanuel Macron a reçu hier soir à l'Élysée, mais Michael Bloomberg. L'ancien maire de New York est aussi depuis quelques années envoyé spécial des Nations Unies pour les villes et le changement climatique et son discours est à l'exact opposé de celui de Trump, dont il minimise d'ailleurs complètement l'influence. Aux États-Unis, les niveaux d'émissions sont décidés beaucoup plus par les villes, les États et les entreprises que par le gouvernement fédéral. En clair, les Américains n'ont pas besoin de Washington pour tenir leurs engagements et les Américains ne laisseront pas Washington leur barrer la route. C'est le message que des maires, des gouverneurs et des chefs d'entreprises d'un peu partout aux États-Unis ont envoyé. Donc je veux aujourd'hui que le monde sache ceci, les États-Unis tiendront leurs engagements pris à Paris. Dans la foulée, Michael Bloomberg, 8e fortune au monde, annonce que sa fondation trouvera 15 millions de dollars pour compenser ce que l'agence de l'ONU qui lutte contre le réchauffement climatique perdra en raison du retrait de Washington. De son côté, Emmanuel Macron, qui avait déjà moqué Donald Trump en paraphrasant son célèbre slogan, en a remis une couche hier. Ce qui aurait pu nous affaiblir va donc nous rendre plus forts. L'accord de Paris est irréversible et il sera mis en œuvre. Parce que c'est notre responsabilité. Double claque donc pour Donald Trump qui n'a pas encore réagi. Mais une autre information pourrait encore plus ternir son image aujourd'hui. C'est The Guardian qui le révèle. 22 sénateurs républicains qui ont exercé un intensif lobbying sur le président pour qu'il se retire de l'accord de Paris sont particulièrement proches d'entreprises pétrolières. Le quotidien britannique s'est amusé à calculer ce que ces 22 sénateurs avaient touché de ces entreprises ces 5 dernières années. On dépasse les 10 millions de dollars. 2 mois de violentes manifestations antigouvernementales qui ont fait 62 morts au Venezuela. Le président Nicolás Maduro a promis hier de faire valider par référendum une nouvelle constitution. Mais l'opposition exige le retrait de ce projet et le départ du président. Quand les soutiens au président, justement, sont eux très critiques. Suivez.
Il l'avait annoncé à plusieurs reprises. Nicolas Maduro veut changer la constitution du Venezuela et souhaite demander par référendum au peuple vénézuélien s'il l'approuve ou pas. Comme prévu, cette décision ne fait pas l'unanimité, dans les rangs de l'opposition bien évidemment, mais pas uniquement. Cela vise à violer les progrès en matière de droits de l'homme par un processus où la participation des gens a été réduite au minimum. La nouvelle constitution devrait être rédigée par l'Assemblée constituante du Venezuela qui sera élue en juillet prochain. C'est ce texte qui serait ensuite soumis à référendum. L'opposition qui boycotte le processus d'Assemblée constituante, mais aussi une personnalité réputée favorable à Nicolas Maduro, la procureure générale du Venezuela, estime que c'est le principe même d'un changement constitutionnel qui aurait dû être soumis à référendum, plutôt qu'un texte déjà écrit. Dans les rues de Caracas, les manifestations se succèdent de semaine en semaine depuis le début de la crise, le 1er avril dernier, ce vendredi, devant les locaux de la télévision nationale à Caracas. La télévision est un canal du gouvernement. Je les respecte, mais je pense qu'elles sont très irrespectueuses avec la vérité. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui veulent dire la vérité. Près d'une soixantaine de personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées en 2 mois de manifestations au Venezuela, où les pro-Maduro demandent aujourd'hui la démission de la procureure générale Luisa Ortega. C'est le futur Premier ministre irlandais Leo Varadkar a été élu à la tête du parti de centre-droit avec 60% des voix. D'origine indienne, homosexuel déclaré, il sera aussi le plus jeune chef de l'exécutif de l'histoire de l'Irlande, symbole du renouveau politique irlandaise. Regardez. Leo Varadkar, élu à la tête de son parti de centre-droit, devient Premier ministre d'Irlande et de quoi avoir le sourire. À 38 ans, il est le plus jeune Premier ministre, métis, de père indien et homosexuel affiché. Les clichés sur l'Irlande catholique sont dépassés. Le monde voit l'Irlande comme un pays où l'on ne regarde pas d'où vous venez, mais où vous allez. Je sais que mon père a fait un long voyage pour fonder un nouveau foyer en Irlande. Et je doute qu'il n'ait jamais rêvé que son fils devienne le dirigeant du pays. Le père de Varadkar est natif de Bombay en Inde, médecin comme son fils. L'homosexualité n'a été dépénalisée en Irlande qu'en 1993 et Leo Varadkar s'inscrit dans le renouvellement des figures politiques avec une sorte d'effet Trudeau au Canada ou Macron en France. Pour moi, c'est un libéral et il va pousser son parti vers la droite. La longévité politique de Varadkar n'est pas gagnée, mais elle ne gâchera pas la fête de sa famille à Bombay, qui n'imaginait pas un instant l'un des siens diriger la République d'Irlande. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.